Alors, salut à tous. Je reviens sur un vieux projet, vu que je teste la dernière version de UPBGE qui est basée sur la version 5 de Blender. Euh, j'ai cru constater quelques petites améliorations de performance. Alors, c'est pas que le projet en lui-même soit très gourmand en ressources, mais disons qu'au niveau éclairage, je sens déjà la différence. Et voilà, ça me permet de récupérer une scène. Donc, il a fallu que je recommence. Désolé, j'ai des travaux à côté de la maison. Donc, je disais, voilà, il me fallait un petit projet prêt à l'emploi, mais avec justement le changement du noyau de Blender et puis la version NetLogic, parce que j'aime bien coder avec NetLogic, c'est-à-dire le Logic Bricks, enfin le Logic Node, pardon. Parce que quand on fait voilà, des mécaniques complexes, ça devient intéressant de travailler avec les Logic Nodes. Donc Logic Node, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent des blueprints dans Unreal Engine. Donc ici, on voit, j'ai créé ce petit item. En fait, ça représente l'atome de l'eau, donc H2O. Voilà. Donc c'est assez simplifié, mais ça fait le taf et puis c'est plutôt agréable à regarder. Voilà. Et puis il est en rotation constante. Donc ici, on a notre petit personnage. Alors pour vous situer dans le projet, j'ai décidé de faire un espèce de remaster d'un projet de jeu qui est assez ancien, qui avait été fait par une école de jeux vidéo française à l'époque de Vista, il me semble. Donc c'est vous dire à quel point ce projet de jeu était ancien. Euh, alors il s'appelait eFluid, je vous invite à le regarder, mais du coup il vous faudra sûrement une machine virtuelle pour le faire fonctionner. Mais eFluid avait un gameplay assez original, vu que vous incarniez une goutte d'eau et vous devez récupérer donc des petites perles d'eau pour pouvoir augmenter votre barre de vie en quelque sorte. Donc c'était représenté par la taille de la goutte. Plus elle était grosse, plus vous étiez comblé en points de vie. Et plus vous perdiez de points de vie, plus la goutte se réduisait. Donc c'est des choses qu'on va mettre en place. Et pour ça, on va d'abord faire un système pour pouvoir récupérer justement des points de vie, c'est-à-dire cet item-là. Alors ici, je vais peut-être ouais, on va le laisser comme ça. Donc mol, c'est la masse molaire, hein, pour ceux qui font un peu de physique. Et donc on veut quoi? On veut que quand cet item soit proche de cet item-là, enfin de votre player, on veut qu'il vienne percuter le player et disparaître. Donc c'est pour ça que le logic node, donc voilà, ça ressemble à ça. Ça c'est pour déplacer la goutte. Et ici donc on va faire un nouveau blueprint en quelque sorte, hein, si vous préférez le terme blueprint, mais voilà, on appelle ça un logic node. Et plus techniquement, ça s'appelle un node tree. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est coder justement le fait que quand cet objet-là est proche de cet objet-là va se rapprocher. Donc, pour faire ça, il va falloir qu'on déclare deux objets. Donc ici, on va faire un getObjet. Deux fois, on va le dupliquer. Donc ici, on a un getObjet. Donc notre premier... Enfin, c'est pas très... je suis pas obligé de passer par ce node-là, mais c'est pour vous montrer la réflexion qu'il faut avoir derrière. Donc ici, on a dit qu'il nous faut le player. Donc on va chercher player. Et ici, il nous faut un deuxième objet, puisque on veut comparer deux objets. Et ici, donc, ça va être... donc, on l'appelait mol H2O. Je vais mettre en plein écran. Alors, ici, ok, on a nos deux objets. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un vector mat. Et là, tu vois, là, on a un point orange, ça veut dire c'est un objet, ça veut dire get objet. C'est pour ça que je t'ai sorti cette boîte-là. Il faut lui dire get position. Donc, où est sa position dans le monde pour calculer la distance. Donc, la distance, c'est ici, distance. Donc ici, il nous faut donc un get. Donc dans objet, ça s'appelle un attribut.
et il faut faire un get attribut. Donc on donne l'attribut. Et qu'est-ce qu'on veut donner? On veut donner le get world position. Donc tu vois, c'est pour ça que je te disais que j'en avais pas besoin, c'est que je pouvais déclarer directement l'objet ici. Mais en fait la fonction s'appelle getObjet. Donc tu dis, voilà, cet objet, tu lui donnes la position dans le monde. Et ici, on fait pareil avec cet objet-là. Donc là, vu qu'on calcule la distance, c'est pas très important si tu mets le player en haut ou la molécule d'eau à récupérer en bas. Donc voilà, ça n'a pas vraiment d'importance puisque le résultat sera identique en sortie. Et donc ici, ce qu'il faut faire, c'est que on va faire un mat compare du coup. Donc on va comparer et on va faire un less than. Et là on va comparer la distance donc. Donc si c'est en dessous de... Étant donné que c'est assez bas, on va mettre 0,5, donc ça veut dire 50 cm. Donc ici on a comparé la distance entre nos deux objets. Et si on va lui dire, si tu es en dessous de cette distance-là, il va falloir aller dans objet et on va faire une transformation et on va faire un slow follow. Alors slow follow, il est là. Alors ma target ça sera player. Donc c'est l'objet sur lequel mon autre objet va se diriger. Donc notre condition elle est ici. Et pour être encore plus précis, on n'est pas obligé de le faire mais j'aime bien préciser. On met une branche. Donc une branche, c'est quoi? C'est que le résultat il est soit vrai soit faux. Parce que la couleur violette comme ça veut dire booléen. Donc booléen c'est soit vrai soit c'est faux. Et donc ici on dit si c'est vrai que tu es en dessous de cette distance là, à ce moment là tu actives le slow follow, pas avant. Si la distance est supérieure, le slow follow ne s'active pas. Et donc notre objet c'est quoi? C'est notre mol H2O, donc le premier. Et voilà, et donc là ça risque d'être trop rapide, donc on peut baisser le facteur, c'est-à-dire la vitesse à laquelle il va s'approcher de nous. Hop, et étant donné que les distances sont assez réduites, je suis pas sûr que ça puisse bien faire le taf. Enfin, c'est-à-dire que va falloir être loin pour ne pas reconnaître la distance entre les deux objets. Hop, je vais allumer la manette pour pouvoir bouger. Voilà, j'enregistre. Toujours enregistré quand tu fais ton projet parce que Blender est assez... Enfin, pas instable, mais disons qu'il aime bien cracher pour un oui, pour un non. Donc, au moins, on n'aura pas tout ça à refaire. Alors, ce qu'il faut faire, très important, c'est que cet objet-là, il est sélectionné. Là, j'ai créé un autre tree, mais tu vois ici, il n'y a rien qui est connecté. Enfin, ce code-là, enfin, le code qui a été généré avec ce graphe, pour l'instant, il n'est pas attribué à cet objet. Pourquoi? Parce qu'il faut faire apply to select. Donc, tu choisis l'objet auquel tu veux faire appliquer ce code et tu fais apply to select. Et là, là, il n'a pas voulu, le coquin. Je serais censé avoir un objet là. Alors, peut-être peut-être qu'il va falloir gruger. Du coup, je vais changer de nom. On va l'appeler LifePoint. Ok. Et là, il veut pas. Alors, c'est assez embêtant. Il va falloir qu'on le fasse à la main. Boolean true. Et ici, en fait, le nom, ça va être ici. Sauf qu'on n'arrive pas à le récupérer directement ici. Je vais te montrer comment on fait. Il faut aller dans script, donc général, scripting. Et ici, tu viens récupérer le node qui a été, tu vois, life item. Donc voilà le code généré par le graphe que l'on vient de faire. Ici, tu récupères l'intégralité du nom.
et tu reviens, hop, ici comme ça, on a directement accès ici, et tu copies ça ici. Alors, il me semble que c'est pas tout à fait comme ça d'ailleurs. Hop, on va voir ici. Tu vois, il y a un petit truc à corriger. Donc player controller, ok. Ici, on enlève le point pays. Ici, on met NL en majuscule. Et ici, il faut mettre 2 underscores, pas 1 mais 2. Voilà, lifetime. Et normalement, ça devrait fonctionner. Alors, tiens, on va faire une propriété de débugage. Donc ici, on va l'appeler distance. Ça va être du float. On va appuyer ici pour avoir le débugger. Et ici, on n'a qu'à faire un set attribute. Donc ici, on vient dans Properties et on vient faire un set objet Properties. Donc c'est notre live point. Notre propriété c'est distance. Et ici, on vient récupérer la distance ici. Comme ça, il va nous l'afficher dans le debugger. Hop. Et ici, on vient faire un onEpdate. Comme ça, il me le dit tout le temps. OneUpdate, ça veut dire qu'il calcule constamment. Une fois que ça c'est bon, on va voir si le logic node fonctionne. Alors, il faut peut-être que je débug mes propriétés. C'est ici, debug properties. Et là, on peut lancer. Donc voilà, il ne veut pas fonctionner parce qu'il me dit rien du tout en retour. C'est vraiment dû à cet objet-là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de pas bon? Tu vois, il veut pas, hein. Il ne veut pas. C'est parce que, comme je t'ai dit, c'est un moteur de jeu en développement. C'est pas une version stable. Enfin, c'est pas une version finale. Donc, on a plein de petits bugs. Alors, en quoi est cet objet en termes de physique? C'est un caractère. Non, c'est pas un caractère. C'est un statique. Ok. Ok, ok. Normalement, il n'y a pas de différence. Et lui peut recevoir du Pascal. S'il peut recevoir du Pascal, à ce moment-là, ça deviendrait plutôt ça. Pascal, c'est juste une convention d'écriture. Pour ceux qui se demandent pourquoi je parle de Pascal. Pascal, ça veut tout simplement dire... Pascal, ça veut tout simplement dire que tu ne mets pas d'espace entre deux mots, mais tu mets des majuscules. Donc c'est pas tout à fait du Pascal. Si d'ailleurs c'est du Pascal total puisque le i est majuscule. Donc en fait c'est une façon de reconnaître la séparation entre deux mots en langage de programmation. Donc voilà, là c'est du Pascal. Tu vois, il y a life avec le L majuscule et item avec le i majuscule mais sans espace. Donc voilà, on a écrit ça en Pascal puisque ici
c'est écrit en Pascal. Mais par contre, si on vient dans le code, on voit que tout est en minuscule. Donc ça peut venir de là, le problème. De toute façon, si ça marche, on verra la distance, puisque lui va retourner la distance entre cet objet-là, entre ces deux objets ici. Hop. Donc normalement, on est censé... j'ai pas fait d'erreur de frappe. On est censé... Ah, tu vois, là il est bon. Donc tu vois, on voit que le slow flow d'ailleurs, il fonctionne, mais il est un peu rapide. Bon, maintenant il faut le faire disparaître une fois qu'il a touché la goutte. Hop, et c'est ce qui est censé donc nous faire grossir la goutte. Voilà. Mais du coup, il est vachement rapide, donc il faut baisser ce facteur-là. Plutôt que de mettre à 11, on va mettre à 0,08, histoire qu'on voit l'animation. Bon, petit bug de Blender. Quand je repasse en mode édition de ma scène. Donc là, on est bon. On va essayer de voir ça depuis loin. Voilà, là, on devrait voir notre point de vie qui va s'approcher de la capsule, mais de façon plus lente. Alors là, je suis à 0,63, 0,58, 0,51, et hop, et là, on y arrive. Donc tu vois, du coup, on voit la distance qu'il faut corriger. Tu vois, c'est trop éloigné. Et d'ailleurs, il faut que j'enlève le shadow de la capsule du point de vie. Parce que du coup, on a une ombre qui n'est pas désirée. Alors, on a dit que 50, du coup, c'est trop long. Enfin, c'est trop loin. Ici, il faudrait plutôt mettre la moitié, 25. Pour avoir quelque chose d'un peu plus correct. Et ici, on voit que c'est assez lent, donc on pourrait enlever un 0. Et ici, on pourrait mettre à 1. Voilà. Et on peut retester. Je vais faire une sauvegarde. Hop. Alors, du coup, c'est... Bloc. Voilà. Donc, on a notre point de vie. Bon, là, il nous suit. Mais en fait, si je voulais faire une vidéo là-dessus, c'était pour te montrer comment ça fonctionne. Par exemple, tu as envie de faire un jeu type Sonic où dès que tu t'approches de la pièce va s'approcher de toi pour pouvoir l'encaisser et la comptabiliser. Voilà, c'est un système que tu pourrais faire de la même sorte. Voilà. Alors maintenant, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir instancier ça, c'est-à-dire que là, j'ai qu'un seul point de vie et dans le jeu, on va pas récupérer qu'un seul point de vie. Donc en fait, il faut généraliser la règle. Il faut généraliser la règle. Et comment on pourrait faire ça? Tu vois, c'est ce life point qui nous intéresse. Sauf que le life point, est-ce qu'on peut faire ça déjà là-dedans? Je sais plus exactement. Si je fais un get global property, non, c'est pas là-dedans. Et je suis pas convaincu qu'on puisse le faire. Il faudrait passer par un code. Copy property from object. Ça, je savais pas que ça existait. Mais on peut faire autrement. C'est-à-dire que nos points de vie, on va les mettre dans une collection.
Mettons j'en veux 3 d'ailleurs. Hop, celle-ci. On n'en veut pas. Est-ce que je vais réussir à sélectionner? Hop, voilà. On n'en veut pas parce qu'on va faire des duplicata de celle-ci du coup, qui a une boîte englobante. Si je viens en mode d'édition, on a bien l'intégralité de l'objet. Donc ce qui va nous intéresser, c'est que cet objet-là, on va créer directement une collection. Il me semble que c'est dans M. New collection. On va dire point life. Et pas life point, comme ça on sait où est notre collection, où sont nos objets. Hop, on va écrire en Pascal comme j'aime bien. Oh, si j'y arrive, parce que là du coup, c'est pas ce que j'ai foutu. J'y vois un peu rien avec le micro sous la tête. Voilà, point life en Pascal, très bien. Hop, où est-ce qu'il m'a mis cette collection? Eh ben il me l'a pas mise. J'ai fait une mauvaise manip. Faut dire que j'y vois absolument rien. Alors, nouvelle collection. Point. Non, pas d'espace life. Ok, donc maintenant, ça c'est bien dans une collection point life. Donc maintenant, on peut les dupliquer. Dupliquer, hop, on va en mettre un ici. On va en mettre un là. Donc voilà, on a 4 items. Maintenant l'idée. Alors l'idée. L'idée c'est qu'il faut leur demander à tous. Donc distance. Ici, il nous faut. Il me semble que c'est dans scène collection. Get collection. Point life. Ensuite, donc on a dit que c'était toujours dans scène. Get objet by name, get objet. Donc ici nos objets. Ok. Si je fais ça, c'est pas bon. Alors c'est qu'il faut que je puisse faire. Alors scène, collection, objet by name. Donc ça on le met là. Et ça je suis censé pouvoir le mettre ici. Sauf que tu vois il veut pas. Alors j'avais le même problème. Heureusement j'ai quelqu'un de la communauté qui m'a donné un nœud qui fonctionne. Il me semble que c'était dans download. Collection get objet. Not tree logic node. Append. Ça fait qu'ici maintenant. Je crois que ça doit être celui-ci.
je sais plus si ça va être correct. L'idée c'est d'aller le copier ici et de voir si j'ai toujours ce retour d'erreur. Non, là tu vois, là c'est bon. Donc du coup ma get collection, hop, on va mettre directement ici ça, ça et ça. On supprime. Le problème c'est qu'il n'y a pas de champ. C'est-à-dire qu'il peut me sortir qu'un seul item à la fois. Donc c'est toujours le même problème avec ces nodes qui ne permettent pas de récupérer l'intégralité des objets. Parce que là en fait je peux en sélectionner 1, 2, 3. Enfin, je vais sélectionner en fait l'index, ça correspond à sa place ici dans la collection. Donc 0, 1, 2 et 3. Tiens, ouais, j'aurais dû enlever les ombres. Tu vois là j'ai une ombre qui n'est pas désirable. Et pour ça, ici le matériel transparent. Transparent shadow. Voilà. Je peux tous les faire à la fois parce que c'est un matériel. Ok, donc ça arrange pas vraiment le problème puisqu'ici on va voir si le 0 fonctionne toujours déjà. Ça me permettra de voir si le nœud fonctionne. Ouais, tu vois, le nœud il fonctionne toujours. Mais tu vois, les autres ils vont pas se comporter de la même manière. En gros, là, ce qu'il faut arriver à faire, et ce qui n'existe pas, en fait, tu vois, on fait un get objet, mais on peut pas faire un get objet by properties. Donc ça serait intéressant parce que du coup, on pourrait simplifier toute cette logique-là. En gros, ce que je veux dire, c'est que tous ces objets-là, mes life points, ont tous la même property. Donc en gros, il faudrait pouvoir créer un code on peut le faire avec ChatGPT, tiens. Hop. Dans UPBGE, je veux un code, un script, qui permette de désigner une game properties. Cette game properties va faire un get objet. Faire un get objet, mais ouais, le problème... j'utilise des nœuds et que j'ai pas cette fonction. Alors attends, il faut que je structure mon besoin. En gros, on peut faire un script qui va reproduire en fait toute cette mécanique. Parce que tu vois ici, on est bloqué. Parce que là, on analyse un seul objet. Donc, ici c'est en dessous. Hop. Donc voilà. Bon. Alors, pour faire travailler ça, notre code, il doit nous dire. En fait, il va anticiper. Il va faire exactement ce qu'on fait là, non pas par un objet, mais il va lui dire, ok, tel objet va devoir faire cette action-là, un slow follow. Pour que le slow follow il soit actif, il faut que ici on lui désigne l'objet à la volée. Donc en gros, on va créer une propriété qui va nous donner l'index de l'objet qui rentre dans cette
voilà, ici. C'est-à-dire exactement la même chose. Donc ici. J'ai besoin que tu me crées un script pour UPBGE. Ce script sera connecté à un always et à un contrôleur script, enfin Python script. On doit pouvoir désigner deux objets. Un objet player avec un P majuscule et un objet life point. Life point doit retourner la distance entre player et life point si la distance, donc chaque life point a une valeur distance. Donc il a une game properties distance. Elle est à 0 par défaut. Allez, non, là je fais de la merde. Donc non, on va faire plutôt un booléen. Distance, on va le garder. On va faire plutôt un bol. Alors plutôt une variable qui s'appelle proximity. Proximity, comme ça. C'est un booléen. Ok. Donc tous mes objets, donc ils sont contenus dans une collection. Tous mes objets LivePoint ont la variable proximity. C'est donc un booléen et elle est vraie. Donc l'idée maintenant, hop, copie, property, proximity. Donc en fait, le script, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit comparer tous les objets qui ont la variable proximité booléenne vraie. Elle doit retourner la distance entre objets. Elle doit retourner la distance entre le player et chaque objet qui contient la variable proximity. Si la distance est inférieure à 0, si la distance est inférieure à 0,25, il doit retourner son index dans la collection. Il doit retourner son numéro d'index dans la collection. Donc, notre code, il doit pouvoir désigner une collection, désigner l'objet player et désigner et retourner la distance de chaque objet contenu dans la collection ciblée avec une variable choisie. Et une fois que on passe en dessous de 0,25, on retourne le numéro d'index, enfin l'index de l'objet en question qui est en dessous de 0,25 de distance avec player. Voilà, comme ça, on peut avoir quelque chose qui pourrait fonctionner. Donc du coup, voilà, j'ai fait un peu un monologue, mais au moins, ça permet de vous aider à comprendre comment on peut faire ça. Voilà, comment on est limité dans le logic node, tu vois, c'est quelque chose qui pourrait être fait. Donc tu vois, cette logique-là, elle pourrait être implantée pour les prochaines versions de Blender, enfin de UPBGE. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va être, qui est récurrent dans le domaine de la programmation de jeu. C'est vraiment un problème auquel tu es rencontré dans tout ce qui est item récupérable à la volée. C'est-à-dire comme dans des jeux comme Mario, des jeux comme Sonic où tu récupères les pièces. Enfin voilà, tous ces jeux-là où tu as à chaque fois le même item. Alors surtout dans Sonic où les pièces suivent le personnage. Enfin dans certains Sonic, il me semble que ça se faisait comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait? Je crois qu'il y avait Crash Bandicoot qui fonctionnait de la même manière. Enfin voilà, tous ces jeux-là,
ont un peu le même problème. Et donc des items, t'en distribues un peu partout dans ton niveau. Et donc t'as pas envie de reprogrammer à chaque fois pour chaque item le même truc. Donc l'idée c'est de pouvoir unifier un besoin. Et donc là je pense avoir assez en proximity avec un P minuscule. Life point en Pascal, il me semble que c'était bon. Par contre du coup, ouais, quand je parle des fois, c'est pas terrible en termes de reconnaissance. Alors attends. Hop. BGE, connecter un always, un Python script, on doit pouvoir désigner deux objets. Non, deux objets. C'est pas correct. Donc, on doit pouvoir désigner objet player. Objet player avec un P majuscule et les. Et. Alors plutôt et une collection. Collection qui contient des objets. C'était marqué. Des objets life point. Life point. Alors, life point. Des objets qui. Alors, putain, on va être plus précis. Des objets qui ont toutes une game property. Qui ont toutes. Qu'un à la fin, non? Contient des objets TS. Qui ont toute une game properties commune. Qui ont toute une game properties proximity. Hop. Proximity. Ces objets doit retourner la distance entre player et partie proximity. Hop, proximity. Copier property et les objets. Les objets qui ont la property proximity. Chaque objet de la collection chaque objet de la collection attends, une valeur distance, ouais mais ça on s'en fout. Alors attends, on va faire un récapitulatif. J'ai besoin que tu me crées un script pour UPBGE. Ce script sera connecté à un always et à un Python script.
on doit pouvoir désigner objet player. Pas besoin de décrire si je l'écris bien. Et une collection qui contient des objets qui ont toutes une game properties proximity. Avec un P majuscule, je crois pas. On va marquer en minuscule. Ces objets doivent retourner la distance entre player et les objets qui ont la properties proximity. Si la distance est inférieure à 0,25, ils doivent retourner son index. Il doit retourner son index de la collection. Ouais, dans la collection, c'est correct aussi. Alors, par contre, à quoi on va retourner cet index? Parce que là, du coup, il faut créer une propriété qui va recevoir cet index-là. Donc, on va créer, en fin de compte, ici, player, c'est très bien. Et on va appeler ça life follow. Life follow avec deux L, il me semble. Follow. C'est marqué ici. Oui, c'est bien comme ça. Donc, ça doit être de l'integer justement, parce qu'on va recevoir l'index. Ok. Donc, pourquoi je fais ça? C'est tout simplement. Pourquoi? Parce que bah, c'est ton player qui reçoit les points de vie. Donc, tant qu'à faire, c'est lui qui va dire ici l'index. Hop. Parce que comme c'est un calcul de distance entre des objets d'une collection par rapport à cet objet-là, lui, cet objet, il change jamais, c'est lui qui va recevoir cet index pour le pointer ici. Alors, du coup, c'est bon, il faut juste décrire ça. Hop. Donc, alors, distance inférieure, il doit retourner son index dans la collection à player. Alors, à player, dans la game properties, il faut faire dans game properties life follow de type int. Hop. De retourner son index dans la collection. Hop. À player, donc vers player dans la game properties life follow de type int. Hop, donc tout ça c'est superflu. Je pense qu'on a en ces quelques lignes correctement établi la règle de ce script. Donc en gros, pour récapituler, j'ai besoin que tu me crées un script, ok. Donc ce script sera connecté à un HoloS. Bon, ça c'est partie technique de comment le script est exécuté, mais voilà. Donc on doit pouvoir désigner objet player, une collection qui contient une collection. Hop, donc on va récupérer le nom, c'est plus simple. Ça, on a directement le nom de la collection. F2, je copie. Voilà, là tu crées une collection. Hop. Qui contient des objets qui ont toute la game properties proximity. Alors je sais pas si tu remarques, mais voilà, quand tu travailles là-dedans, quand tu mets entre guillemets, il comprend que c'est un nom. En fait, c'est une convention qui fait que quand tu désignes
tu vois dans Blender quelque chose de l'interface, tu mets toujours entre tes guillemets, voilà, tu vois, c'est pas les mêmes, mais bref. Euh, Vraiment les objets que tu cibles, c'est-à-dire que ce soit une propriété, que ce soit un objet ou une collection, toujours tu le mets entre parenthèses qui comprennent que le nom de telle désignation, c'est bien ça. Et là, normalement, ça devrait faire le taf. Je crois qu'on n'a pas besoin de plus. Maintenant, voici un script Python UPBGE branché sur le design. Alors du coup, il me l'a fait en module. Il cherche l'objet player, il parcourt la collection point.love et pour chaque objet qui possède la game properties proximité, il calcule la distance au player. Si la distance est inférieure à 0,25, il écrit l'index de cet objet dans l'ordre de la collection. Dans le game properties int life follow du player. Si aucun n'est assez proche, le script met -1. Très bien. Et voilà notre petit code. Donc normalement, j'espère que ça sera du one shoot, mais il y a toujours un doute. Donc maintenant, hop, je sais pas si t'as remarqué, mais t'as vu, il me les fait par bloc. Ça, c'est quelque chose que j'y demande à chaque fois quand on code. Donc ici, on va créer un nouveau code. Hop, on va l'appeler. Comment on va l'appeler d'ailleurs? Le script, il s'appelle lifefollow.py. Copier. Donc ça, c'est le nom de notre code. Et maintenant, on va coller les quelques blocs qu'il m'a donné. Donc j'aime bien, voilà, qu'il me fasse d'abord les imports. Ça permet, si on fait des gros codes, en fait, de travailler secteur par secteur dans le code. Là, je fais n'importe quoi. CTRL V. Voilà. Opérateur. Il est ici. Et normalement, il y a le register, un register derrière. Non, même pas besoin. Donc, ok, on a notre code. On va le register et on va l'enregistrer aussi. Save. Oui, on va le poser par là. Donc, on a notre code. Ici, il nous faut un logic brick. On va le mettre ici dans player, donc always, en pulsant true, et ici il nous faut un module, donc Python script module. Et donc il nous a dit Python controller, il faut qu'il porte ce nom là. Je copie, et ici on passe ça. Et maintenant il n'y a plus qu'à connecter ça et ça. Et ici on va débugger pour voir si il me change mon index. Donc normalement par défaut on va passer à -1 si aucun de nos points de vie sont à proximité pour pouvoir déclarer la proximité justement. Et ensuite, je vais déjà faire une sauvegarde. Ensuite, dans le logic node, ici, on va essayer de voir si justement ça fonctionne. Donc, value, property, get, objet properties. Hop. Et ici, c'est player qu'on veut. Et ici, c'est life follow.
live follow. Hop, ça vient ici. Ah, maintenant, il faut voir si notre code est correctement implanté. On va vite le savoir de toute façon. Donc distance. Oui, là il veut bien. Là il veut pas. Tu vois, mon live follow, il ne fonctionne pas. Alors. Ah. Est-ce que c'était pas ça le problème? Donc tu vois, on était bien à -1. Et pourtant. Et oui, forcément. Attends. Slow follow, live point, lui. Ça doit être ça. Pas la target. Surtout pas. C'est l'objet en question. Et là, ici. Pareil, c'est cet objet-là qu'on veut retourner. Là, déjà, ça devrait être mieux. Mais par contre, j'ai remarqué que on commence, on est bien à -1. On commence, on est bien à -1. On va passer au-delà, c'est bon. Tu vois, mais là, il est censé me retourner autre chose, tu vois. Ah. Ok. Et oui, ils peuvent pas être tous à la fois. De toute façon, ils doivent disparaître une fois qu'ils m'ont contacté. Hop. Ouais, donc tu vois, il marche bien mon code. Hop. Il marche bien, tu vois, les identifiants changent. Alors, on est passé à 0, donc c'est le premier de la liste. On est passé au 2. Là, ça c'est le 1. Et lui, c'est le 3. Donc tu vois, là, mon code, il me permet de faire ça. Donc c'est cool. Tu vois. Après, tu peux faire un autre jeu, tu vois, histoire où tu étais censé les réunir. Tu vois, tu viens par là, hop. Tu te dégages et t'essayes, en fait. Tu vois, hop. Ça peut être un concept de jeu, tu vois. De jouer un peu avec ces variables. Comme il n'y a qu'un seul outil, tu vois, pour les... Hop, pour les manipuler. Donc tu peux les manipuler un par un, mais tu vois, du moment... Hop, il y en a un qui va prendre la priorité sur l'autre. Mais bon, ça fonctionne. Donc maintenant, on a d'autres soucis à régler, mais là, en fin de compte, le truc, c'est que si la distance... Donc maintenant, il faut retourner... Là, il faut lui dire... Si la distance est en dessous... Donc en gros, ici, on vient... récupérer ça. Hop. Donc maintenant, la distance, elle doit être quelque chose d'assez proche. 0,5, même 0,25. On va rester dans le 25. Voilà, si cette distance-là... Alors à ce moment-là, hop. On va faire un objet et on va faire un remove object. Donc la condition, elle est là. Comme je t'ai dit, moi j'aime bien avoir un branch. Hop. Et donc l'objet, c'est lequel? C'est l'objet en question. Value. C'est bien celui-là. Donc là, normalement, ils sont censés disparaître une fois qu'ils sont assez proches de moi. Voilà, ça simulera une collision. Donc maintenant, il faut voir s'il fonctionne. Est-ce que l'objet disparaît? Bloc. Eh ben non, tu vois, il m'a fait planter le jeu.
histoire de dire on le fait disparaître visuellement et on le change de collection. Je pense que c'est possible de faire ça. Ça évitera ce bug, le crash. Pourquoi? Parce qu'on a détruit un objet qui doit retourner constamment une propriété. Donc forcément, il n'a pas aimé ça. Ok, donc on a dit ici, c'est censé faire le taf. Je sais pas si j'avais enregistré après avoir autorisé le code. Là, il veut pas. Est-ce que j'ai connecté mon code ici? Oui. Ah. Est-ce que lui, il est enregistré? Normalement, oui. Ah, c'est ici. Voilà. Donc, hop, ici, il nous faut value properties get objet properties player live follow et ici tu viens là. Et donc du coup cet objet il vient ici en live point et ici là. Donc là retour à la normale. Je pense que c'est notre script qui va faire le taf, comme c'est le script qui sollicite justement la présence des objets, on peut pas le détruire si on passe pas par le script. En fait, c'est pour ça que ça a craché. C'est tout bête, mais donc là, normalement, on revient à la normale. Hop. Ouais. Tu vois, on revient à la normale. Bon, après, ce qui est bien, c'est qu'on peut les déplacer, tu vois. Bon, maintenant, c'est... Ce qui est bizarre, c'est qu'ils étaient censés tourner ces petites molécules d'eau là. Ok. Bon, écoute, je pense que le temps c'est assez déjà, tu vois. Ça te permet de comprendre quand tu as un problème que tu peux t'aider de l'intelligence artificielle, tu vois. C'est assez pratique hein, comme outil. Une fois que tu sais bien décrire le besoin et que tu sais cibler les, ce que doit faire ton algorithme en fin de compte, t'as vu, c'est pas très compliqué. Il suffit juste de bien comprendre le fonctionnement de UPBGE en général. Donc c'est pour ça que je t'invite à, si tu débutes, à apprendre à te servir de ça. C'est-à-dire le Logic Node. Tu vois, ça te permet d'ajouter des fonctionnalités à ton Logic Node qui n'existent pas par défaut. Donc maintenant, il va falloir que je me penche sur le fait de pouvoir... je pense que je vais devoir retoucher mon code du coup. Donc celui-ci. Il faudra lui dire la même chose, c'est-à-dire que si l'un de ces objets atteint la distance, voilà, on avait dit du 0,025, on va le mettre en sourdine, c'est-à-dire il ne va plus retourner son état de variable et on va le cacher. Tu vois, on va le faire hide, comme ça il est plus présent graphiquement dans la scène et il n'est plus écouté ici par le code. Donc ici,
Est-ce que j'enregistre toujours? Oui. Alors ici, on va lui dire. Donc le code fonctionne très bien. Maintenant, il faudrait ajouter une nuance, c'est-à-dire que si la distance entre un objet qui contient proximity est inférieure à 0,025, on doit cacher l'objet et mettre en sourdine l'écoute pour ne plus envoyer son index à player. Life follow. Alors, le compte fonctionne très bien. Maintenant, il faudrait ajouter une nuance, c'est-à-dire que si la distance entre un objet qui contient proximité est inférieure et la distance entre un objet qui contient proximity et player est inférieure à 0,025, on doit cacher l'objet et mettre en sourdine l'écoute de distance. Pour ne plus envoyer son index à player life follow. On va voir, normalement c'est assez concis. Et donc du coup là, tu vois, on ajoute la fonctionnalité qui manque pour ne pas supprimer l'objet, mais on va juste le cacher et arrêter l'écoute. Comme ça, les autres objets auront la priorité. Donc il ne sera plus prioritaire puisque on l'aura désactivé en quelque sorte. Donc maintenant, voilà, c'est la partie code, tu vois, c'est là que tu vois où c'est pratique d'avoir justement ce pipeline de programmation. C'est que quand un logic node ne te permet pas de faire les choses, c'est le code qui va te permettre, euh, on va dire, d'étoffer la fonction d'un node existant. Et là, normalement, il est censé me refaire tout le code. Je vais mettre en sourdine. Tac. C'est absent. Voilà, il m'a carrément recréé tout le code. Normalement, il aurait pu me faire un implant supplémentaire. Mais là, il a décidé voilà, que c'était mieux de me refaire le code. Pourquoi pas. C'est bien aussi. Def and mute all. Rafraîchir tous les objets de vide. Vide la sourdine. Utilitaire optionnel, réinitialiser tous les points à lancer manuellement depuis la console Python en runtime si vous voulez réactiver tous les points. Ouais, ça sera pratique pour le restart, mais déjà on va voir si le code fonctionne comme ça. Hop, allez, on va faire un... Hop. Donc je supprime cette version là. Et on va recréer tout le bloc. Hop. Opérateur 3, et normalement c'est le seul qu'il me faut. Ok. Donc là, hop, je fais un unregister, je sauvegarde mon code et je fais un register. Et là, hop, une petite sauvegarde du projet général. Hop, objet. Hop, hop, hop. Magnifique. Donc là, tu vois, tu vas pouvoir mettre autant de points de vie que tu veux. Donc ça, c'est censé nous faire perdre des gouttelettes, justement. Donc il va falloir faire une autre règle. C'est-à-dire que on va un peu se baser sur... Enfin, c'était
le cas dans le projet sur lequel je me base sur ce remake, c'est qu'en fait, voilà, si par exemple, hop, tu viens dans du sopalin qui absorbe de l'eau par définition, ou si tu viens ici sur la plaque de cuisson d'ailleurs, il faudrait que j'enlève cette plaque de collision là, que je fasse autrement, enfin que je la cache. Donc ici c'est censé être chaud, donc tu vas perdre des gouttelettes, enfin tu vas perdre des molécules. Et donc comme tu perds des molécules, tu vas devoir, tu sais, rien ne se perd, tout se transforme. Donc en gros, quand tu perds tes molécules, il faut pouvoir les récupérer. Donc en gros, faire un petit peu comme dans Sonic quand tu es touché par un ennemi, Sonic perd ses pièces mais il peut les récupérer. Donc l'idée ça va être de faire ça avec les molécules. C'est-à-dire qu'ici, si tu vas toucher voilà, un point de chaleur ou si tu vas toucher du sopalin, le sopalin ça sera peut-être plus spécifique, ou une éponge tu vois, qui absorbe aussi l'eau. Peut-être que quand tu absorbes en fait on va pas vouloir pouvoir les récupérer, ce qui donnera de la difficulté supplémentaire et donner un intérêt un peu plus intéressant. Par contre, la chaleur, ça n'absorbe pas, ça la transforme. Donc ça la transforme en vapeur, mais bon, pour faire simplifier, on va perdre des molécules d'eau et on va pouvoir les récupérer. Donc l'idée c'est de ne pas pouvoir les perdre directement ici, ça va être impossible à les récupérer, mais on va essayer de les dispatcher autour dans un rayon de 25 par exemple, ou de 30, enfin de 0,25 ou de 0,30, autour de l'objet. Dans un radius, c'est-à-dire de façon aléatoire dans un radius de 0,30. Ce serait intéressant de faire ça. Hop, est-ce que ça fonctionne toujours ça? Oui. Hop, hop, hop. Bon, j'ai intérêt à refaire mon level design parce qu'il est vraiment pas propre. Alors j'ai mis aussi, hop là, le double saut. Alors j'ai dégommé la règle, tant pis. Et je viens de tomber. Bon là pareil, hein, si tu tombes de haut, il faudrait qu'on puisse exploser des molécules d'eau. Mais bon voilà, ok. Alors maintenant, hop, s'il me dit ça, est-ce qu'ils vont revenir mes droplets? Hop. Ouais non c'est bon, ça se relance. Pas besoin de réinitialiser. Mis à part peut-être pour un reset. Donc s'il y a un reset, il faudrait la petite partie réinitialisation. Parce qu'un reset, en fait on reste dans le moteur de jeu, donc il faut réinitialiser le moteur de jeu. Alors que si je quitte comme ça, en fait, hop, le reset il va se faire automatiquement puisqu'il me prend la scène telle qu'elle est là. Ok. Donc hop. Ok. Donc maintenant ce qui est bien, c'est que tu vois des gouttelettes là, tu peux en mettre un peu à la volée quoi. Hop. Dupliquer. On va en mettre un peu partout. Voilà, histoire qu'il y en ait un peu plus. Normalement, tu vois, hop, le fait de coder correctement les choses. Voilà, on laisse ça tout récupérer. Et là, je suis censé pouvoir en perdre, soit définitivement. Donc voilà, il faudra mettre en place ça. Et voilà, en tout cas, ce petit code fonctionne bien. Tiens, je vois que les reflets sont pas dégueux. Bon, il faut que je travaille sur le level design, soit plus propre parce que là, tu vois, même la caméra, il faudrait trouver un système pour pas qu'elle passe sous les éléments. Et lui mettre un petit slow follow aussi d'ailleurs.
Bon, c'est déjà bien, on sauvegarde. Voilà, hein, ça fait le petit sujet d'une vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et voilà, hein, enfin, je sais que ChatGPT c'est assez décrié, mais voilà, tu vois, ça permet de faire un petit outil très pratique qui nous aide voilà, à implanter des fonctionnalités qui n'existent pas. Donc pour rappel, voilà ce qu'on a fait, un petit code de 100 lignes, hein. Et surtout ici, la partie hop, qui nous intéresse, c'est comment tu implantes, donc c'est player. Hop, tu vois. Donc il nous fait un module. Un module, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, le module, c'est une des fonctions de ton code. Tu vois, et là, c'est ici. C'est la fonction main. Tu vois, ici, quand tu es dans module, tu vois, c'est le point main. Donc main, c'est le module de ce code. Et ici, ben voilà, le module, il fait cette partie du code. Il ne fait pas tout le reste. Le reste, c'est... euh, euh, en fait, c'est pour préparer justement toute l'algorithmique de ce petit bout de code là, ici. Et voilà, hein. On a vite fait le tour, mais tu vois, c'est pas si compliqué que ça. C'est vrai qu'au départ, ça peut paraître un peu intimidant, voilà, de se lancer dans le code si tu comprends pas grand chose. Mais en tout cas, voilà, les deux, tu as le logic node qui te permet d'établir une grande partie de tes règles, plus du code, euh, on va dire, qui affine toutes les logiques que tu as fait. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui te permet d'aller loin dans un process. Tu vois, sur des trucs à la con, hein, je veux dire, c'est juste, tu vois, un système de récupération d'items dynamique, voilà, qui ne fait pas planter parce que tu vois, tu as vu, j'ai essayé de supprimer un objet dans le logic node et le jeu a craché. Alors que si tu le fais là à travers un code bien ciblé, bien spécifique, t'as plus de problème. Donc voilà, il fallait identifier un problème qu'on avait ici, le fait que voilà, supprimer un objet, euh, comme je supprimais un objet, eh ben, mon code ici, ben, il avait plus l'index réel, puisque il y a un objet qui bloquait en fait le reste des calculs, et donc il fallait régler le problème ici directement dans le code, dans notre fonction main, et, euh, et voilà. Enfin bref, je te laisse faire des expériences. C'est pour ça que UPBGE pour moi est le meilleur moteur de jeu pour apprendre et aller loin si tu as vraiment envie de développer les compétences. C'est parce que justement il y a toute cette partie code qui est accessible et une partie similaire au blueprint. Donc si tu regardes des tutos Unreal Engine, tu comprendras très vite que ce que tu as appris sur Unreal, c'est reportable ici avec les logic nodes. Souvent les nodes ont quasiment les mêmes noms. Donc si tu as quelque chose en fait qui t'a plu dans une mécanique de jeu qu'on t'a appris sur les blueprints et Unreal, il est fort probable que tu arrives à le reproduire ici. Créer son équivalence ou son alternative. Donc voilà pourquoi j'aime UPBGE, c'est que non seulement le moteur est très léger, donc c'est pas une usine à gaz comme Unreal Engine, ça fonctionne sur Mac, ça fonctionne sur Linux, ça fonctionne sur Windows, c'est pas euh, propre à Windows, donc voilà ce qui est encore une fois un bon point pour ce moteur de jeu. Ça t'apprend à coder en Python, donc Python qui est un langage de programmation assez simple à comprendre. Tu vois, il n'y a pas de grosse syntaxe comme dans JS Node ou dans d'autres langages de programmation qui est un peu plus pointilleux sur les syntaxes. Tu vois, ici, tu n'as pas ben voilà, tu as des parenthèses ouvrantes et fermantes, mais elles sont assez simples à comprendre. Et ici, surtout quand tu crées tes fonctions, tu n'as pas de parenthèses fermantes avec des points-virgules, etc. Enfin, donc du coup, c'est assez facile à comprendre. Et une fois que tu auras compris le code ici, tu pourras passer à des codes un peu plus comment dire, techniques. Par exemple, le JS Node, si je te montre un JS Node, tu vas comprendre que la programmation devient un peu plus compliquée. Par exemple, We are not JS, voilà. Ce que je te disais, c'est qu'ici, tu vois, les syntaxes, elles sont un peu plus compliquées à mettre en place et à assimiler. Pour ça que je te dis, Python, c'est un bon langage de programmation, ça t'apprend déjà le B.A.B.A.
dans le langage de programmation. Ça reste un langage très puissant et utilisé dans beaucoup de domaines. Mais après, voilà, tu auras sûrement d'autres projets qui te demanderont d'apprendre d'autres langages de programmation, comme le JS Node par exemple. Et du coup, voilà, au niveau syntaxe, ça ne sera pas aussi simple. C'est pour ça que je te conseille vraiment d'apprendre avec Python. Et une fois que tu es bien à l'aise avec Python, tu vas pouvoir utiliser d'autres langages de programmation qui auront, tu vois, ces types de variables, ça ne changera pas. Donc du booléen, du int, du float, du string, euh, désigner des objets. Enfin voilà, si tu fais de la programmation orientée objet. Mais en tout cas, voilà, ça reste, voilà, en termes de phase d'apprentissage, voilà, commence par Python, fais des petits essais dans UPBGE, c'est très bien parce que non seulement tu peux avoir du temps réel et voilà, tu vas coder sur quelque chose de bien concret, tu vois, dans un moteur de jeu 3D. Tu peux faire de la 2D aussi, mais Blender est quand même un peu plus orienté 3D. Néanmoins, voilà, ça te permet d'apprendre, tu vois, de façon assez ludique le code, d'apprendre les mécaniques de code, d'apprendre, on va dire, les, les fondamentaux, c'est-à-dire comprendre les types de variables. Tu vois, ici, tu n'en as pas beaucoup, mais dans tous les codes, enfin dans tous les langages de programmation, les types de variables, tu vas pas en avoir bien plus. Donc tu as booléen, integer, float et string. Voilà, tu dois déjà savoir faire la différence ici. Après, tu as le système de porte logique que tu vas pouvoir apprendre sur forme de graphe. Je trouve que c'est intéressant parce que de toute façon, tous les graphes et les portes logiques, quand on te les apprend, c'est sous forme de diagramme. Donc autant apprendre la logique d'exécution ou de blocage. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien mettre des branches true false. C'est comprendre, tu vois, pour les personnes qui me regardent, c'est qu'ils comprennent la logique qu'il y a derrière. Parce que si je retourne directement ça, ils comprennent pas forcément que c'est un trou. Enfin que ça, c'est un trou. C'est pour ça que j'aime bien mettre une branche. Comme ça, ça reste concis dans la conception de cette logique. Et après, bon, je t'ai pas parlé de porte logique parce qu'on n'en a pas eu besoin, mais en fait, dans le code, tu as ça aussi. Ce qu'on appelle des portes logiques. Et ça, les portes logiques, c'est ce que ton processeur y fait. C'est-à-dire que ton processeur, il a ces fonctions-là. C'est-à-dire les mini-transistors, les micro-transistors, les nanotransistors que ton processeur a. En fait, il exécute des tâches comme celle-ci. Donc du AND, du OR, du XOR, du NOR, du NAND, du NOR, du XNOR, du AND NOT. Tu vois. Donc ça, en gros, c'est les fonctions que fait primitivement ton processeur. Et dans le code, tu le retrouves aussi. Donc c'est bien d'avoir cette notion. C'est de comprendre en fait ce que c'est une gate. Donc les portes logiques, c'est tout simplement le fonctionnement d'un processeur. Alors là, c'est pas pour le processeur, mais c'est pour le process que fait ton graphe. Mais un processeur, il fait environ ces exécutions-là. Hop, je te laisserai, enfin j'essaierai de te retrouver si c'est vraiment ça t'intéresse en termes de hardware. Si ça t'intéresse, voilà comment fonctionne un processeur, ça peut être intéressant pour certains, enfin pour les personnes qui s'y intéressent. Mais voilà, du coup, quand tu comprends le principe d'un processeur et que tu vois que en fait ton graphe, en fin de compte, c'est un espèce de processeur bien ciblé, enfin qui effectue des tâches bien ciblées. Voilà, tu comprends que tout est lié en fin de compte quand tu t'intéresses à la fois au hardware et à la fois à ton graphe. C'est pour ça que les gens qui disent que ce no-code sous forme de graphe, ça n'a pas trop d'intérêt pédagogique, moi je dirais plutôt le contraire, puisque ça t'apprend vraiment comment tu peux, par exemple, tu vois, c'est un peu dégueulasse, mais comment tu peux restructurer un code. Et c'est là que tu vas dire, ok, quand ton graphe il est compliqué à regarder, c'est que tu as mal fait les choses en quelque sorte. Tu pourrais simplifier ou faire un seul appel au lieu d'en faire 10. Enfin bref, tout ça, ça vient avec le temps, mais en quelque sorte, ça t'apprend à mieux raisonner en termes d'efficacité de code. C'est pour ça que si tu t'y perds dans un graphe comme celui-ci, tu vas t'y perdre automatiquement là-dedans. Alors que si déjà tu as un concept visuel et que tu comprends que tu peux prendre des raccourcis, et ben forcément tu prendras des raccourcis dans le code. C'est pour ça que je dis c'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est pas parce que c'est du no-code qu'il n'y a pas de réflexion de programmeur derrière.
contraire. Souvent, tu vois qu'ici, ça te fait une erreur. Tu as vu, on a réussi à la contourner à travers du code. Donc, ça te poussera forcément. Déjà, pour les débutants, c'est quand même plus agréable d'apprendre sous forme de graphique. Enfin, oui, de graphe, hein, en quelque sorte. Et une fois que tu as compris ce graphe, c'est là que tu vas pouvoir déjà utiliser l'intelligence artificielle parce que tu comprendras mieux ce que fait les choses, comment tu vas pouvoir mettre des noms sur des fonctions. Euh, et voilà, une fois que tu sais mettre des noms sur des fonctions et que tu as ChatGPT à côté de toi, tu vas pouvoir coder beaucoup plus rapidement. Pourquoi ChatGPT? Parce que ChatGPT il fait pas d'erreur de syntaxe, très peu, souvent il en fait pas, mais ça lui arrive, surtout quand tu fais du gros code. Mais surtout, en termes de dactylo, enfin voilà, il fera jamais une faute de frappe, mis à part si c'est toi qui l'as induit en erreur. Il codera toujours plus rapidement, enfin il tapera toujours plus rapidement que toi. Enfin moi je suis pas un pro de la dactylo au clavier, donc ne serait-ce que voilà pour le temps que ça fait gagner, il faut, enfin il faut comment dire, il faut se dire que ChatGPT c'est un outil, c'est un outil qu'un développeur doit utiliser. Et s'il décide de ne pas l'utiliser parce qu'un développeur dit non, moi je code dans l'ancienne avec le clavier, il va perdre du temps, je veux dire, et du coup il va se mettre en arrière sur la productivité voilà, qui est accélérée grâce à ces outils d'intelligence artificielle. Donc un bon développeur, il utilise les outils. Enfin, je veux dire, un bon développeur aujourd'hui, pour faire un jeu vidéo, il ne va pas développer un jeu vidéo en assembleur, ne serait-ce que pour le défi. Enfin, pour le défi, oui, mais après, il va pas créer un moteur de jeu aussi puissant que Unreal ou un autre moteur de jeu avec de l'assembleur. Enfin, ça serait complètement suicidaire et en termes de productivité, ça serait très long à mettre en place. Donc voilà, mais c'est quand même possible. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut utiliser les outils actuels, hein, les outils de son temps, si on veut, comment dire, se démarquer parmi la concurrence. Donc voilà, pour ceux qui détractent, enfin pour les détracteurs de l'intelligence artificielle, je leur répondrai ça. C'est-à-dire que, ok, oui, ça fait gagner du temps, mais ça fait pas tout. C'est-à-dire si t'as pas un regard derrière, parce que regarde ce qui est marqué hein, en dessous de ChatGPT, c'est ChatGPT peut commettre des erreurs. Il est recommandé de vérifier les informations importantes et de voir les préférences en matière de cookies. Bon, surtout la première partie de ce message qui nous intéresse, c'est que ChatGPT peut faire des erreurs. Il est recommandé de vérifier les informations importantes. Donc, ok, c'est très bien, il m'a codé un code, mais information importante, qu'est-ce qu'on utilise comme import? Parce que chaque code un peu évolué qui utilise des workflows, enfin des frameworks plutôt. Donc BGE c'est un framework, BPI c'est un framework interne à Blender, mais ce sont des frameworks. Donc il faut déjà savoir, bah ok, il m'a fait un code, ça marche pas. Pourquoi? Est-ce qu'il m'a bien fait les imports? Oui, ok, il utilise tel import, donc c'est bon. Matutils et import vector, c'est important pour le calcul des distances. Ensuite, est-ce qu'il a bien déclaré toutes les variables qu'il doit inspecter? Oui. Est-ce qu'il m'a mis les bons paramètres que je lui ai demandé? Oui. Clé de cache globale. Donc ici, name keys, point life name et point life muted. Donc ça, c'est la fameuse logique qu'on a ajoutée, le point life muted. Ça veut dire que une fois qu'on a atteint cette distance critique de 0,025, il met en mute, c'est-à-dire l'un de ces objets proximity en sourdine pour ne plus le prendre en compte et que les autres puissent prendre le relais. Pourquoi? Parce que ici, dans notre code, on n'a qu'un seul slow follow. Tu vois, on va pas en créer un parce que si tu dois créer un slow follow pour chaque item de vie, enfin de santé à récupérer, ça serait compliqué. C'est pour ça qu'ici on récupère directement l'objet à partir de la collection. Tu vois, c'est pour qu'un seul slow follow puisse être fonctionnel pour tous les items de récupération de points de santé. Enfin voilà, donc du coup il faut savoir raisonner en tant que codeur. C'est là où je veux en venir. Donc pour les détracteurs du code, je dirais que non, c'est à la fois un outil intéressant dans le terme de développement et de recherche, enfin recherche et développement,
C'est un outil, enfin voilà, c'est ton meilleur codeur, dans le sens où si tu lui donnes des bonnes directives, tu vois, en 2 shoots, on a réussi à faire le code complet, nos problèmes, 100% de réussite. Donc c'est con de s'en passer, tu vois, d'un outil comme ça. Mais il faut savoir l'utiliser. Pour savoir l'utiliser, voilà, et que tu débutes dans la programmation de jeux vidéo, voilà, va pas tout de suite sur des gros moteurs comme Unity et Unreal parce que c'est flatteur à l'œil, mais il faut pas oublier le nombre de personnes qu'il y a derrière pour produire justement ce que tu vois. Voilà. Ensuite, il y a trop de, comment dire, quand tu apprends, il faut que tu apprennes à créer des choses de toi-même, c'est-à-dire que tu comprennes les mécaniques. Et le problème d'Unreal et de Unity, c'est que tout de suite, parce que c'est l'erreur que j'ai faite, hein, c'est pour ça que je me permets d'en parler, mais j'ai acheté, tu vois, des packs sans vraiment comprendre la structure qu'il y a derrière. Et donc, par exemple, moi qui voulais faire des jeux d'aventure avec un système d'escalade dynamique un peu à la Uncharted ou Tomb Raider, j'avais acheté un pack, mais derrière pour le retoucher ou ne serait-ce que pour pouvoir l'utiliser avec un autre caractère, et ben j'étais bloqué parce que je comprenais pas les mécaniques qu'il y avait derrière. Et donc, quand tu achètes un pack préconstruit, c'est bien, ça fait le taf, mais si tu veux le retoucher, ne serait-ce que pour voilà, changer le personnage, changer les décors, changer les targets par exemple, et ben que tu sais pas derrière toute la mécanique et que tu n'as pas la faculté d'analyser toute la mécanique qu'il y a derrière, tu as acheté un pack pour rien parce que tu n'auras pas les capacités de rétro-ingénierie. C'est-à-dire que la rétro-ingénierie, c'est comprendre, par exemple, ça. Si je te donne ça, il faut que tu puisses comprendre pourquoi un getObject, pourquoi un getWorldPosition, pourquoi un vectorMat distance, pourquoi un compare less than, pourquoi une branche true et pourquoi un slow follow. À quoi ça sert? Donc voilà, tout ça c'est de la rétro-ingénierie, c'est-à-dire tu dois analyser ce qui est là sous tes yeux et comprendre la mécanique qu'il y a que ça déclenche. Donc voilà, c'est tout bête, mais c'est ça la rétro-ingénierie, c'est savoir analyser et interpréter des choses plus ou moins complexes. Là c'est très simple, hein. C'est extrêmement simple, mais si je te montre des mécaniques beaucoup plus complexes ou des géométries nodes, eh ben c'est là aussi que tu vas comprendre que en fait le graphe c'est bien parce que ça te donne justement le processus qui va de ce point-là, enfin de ces 2 points-là, hop, qui vient de tout ça, jusqu'à ce résultat. Et tu dois comprendre en fait qu'est-ce qui déclenche ce résultat et pourquoi. Donc voilà, je t'ai fait le tour de pourquoi apprendre avec PBGE. Si je t'ai dit, tu as du code, tu as un moteur 3D qui fonctionne bien, tu as tout ce qu'il faut pour comprendre le blueprint par la suite si tu as envie de passer sur Unreal Engine. Mais avant Unreal Engine, comprends déjà les fondamentaux ici. Voilà pourquoi UPBGE est un moteur de jeu sous-coté, surtout dans le domaine de l'apprentissage. Apprendre directement sur Unreal, je trouve que c'est un peu surcoté, enfin c'est overkill. Dans le sens où Unreal, déjà pour le lancer, tu mets pas 30 secondes. Unreal, il faut charger le projet, il faut compiler enfin voilà, les shaders sont extrêmement longs à compiler, surtout si tu veux une scène un peu fournie. En termes de stockage, Unreal, c'est minimum, je crois, une vingtaine de gigas, sans compter la mémoire vive et la puissance processeur que tu n'as peut-être pas. Alors que ce moteur de jeu a tous les avantages de Unreal en termes de productivité, d'apprentissage et c'est Blender. Donc en plus d'apprendre à coder un jeu, tu apprends aussi à créer tes assets en 3D. Et quand tu sais faire les deux, tu sais faire donc ce qu'on appelle des templates, c'est-à-dire des ressources vendables sur des markets. Et crois-moi, Unreal, le gros de son chiffre d'affaires, c'est pas la vente de jeux, c'est justement toute la partie market pour les développeurs. Quand tu achètes un personnage une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine d'euros selon la complexité, tu comprendras que ça peut être un bon business à mettre en place. Donc, créer un personnage animé, par exemple, avec des fonctionnalités déjà prêtes à l'emploi, justement, c'est des capacités, enfin, c'est quand même des compétences qui sont assez recherchées actuellement à travers les studios de jeu, parce que les studios de jeu embauchent des personnes qui ont des compétences, et ça en fait partie. Et puis voilà, puis ça peut être un très
très bon moyen de gagner ses premières rémunérations en tant que, en tant que développeur et artiste spécialisé. Donc voilà, je pense que je vais terminer sur ce petit côté business pour t'encourager justement à t'y mettre. Et voilà. Donc du coup, tu comprendras que coder dans Blender et puis créer n'importe quoi. D'ailleurs, je t'ai montré un code voilà, qui permet d'améliorer notre Logic Node, mais tu peux faire un code pour améliorer l'interface de Blender, ajouter des fonctionnalités, faire des calculs ciblés sur des besoins spécifiques. Enfin voilà. Une fois que tu sais coder en Python dans Blender et que tu connais donc l'interface de Blender, parce que là, malheureusement, il va falloir que tu te penches sur tout le côté contextuel. Tu verras, c'est anodin, mais si tu regardes la vidéo, il y a des termes que j'ai utilisés qui sont spécifiques à UPBGE. Et du coup, ici, j'ai un import BGE. Chose qu'il n'aurait pas deviné de lui-même si je n'aurais pas spécifié que j'étais bien dans UPBGE et pas une version traditionnelle de Blender qui aurait utilisé le import BBI uniquement. Donc voilà, ce sont des choses voilà, qui te viendront avec le temps, comprendre les contextes. C'est-à-dire que ici, tu vois, j'ai un text editor, c'est un contexte. Ici, on a le 3D Viewport, c'est un contexte. Ici, on a le Logic Bricks, c'est un contexte. Ici, on a le BPI Info, qui est un contexte aussi à part entière. En fait, voilà. Blender, c'est un IDE contextuel. Donc, chaque... Ici, petit éditeur. Donc, ici, on a encore un 3D Viewport. Ici, on a le Shader Editor, il me semble. Non, ici, c'est le Geometry Node. Enfin, voilà. Chaque studio, on va appeler ça des studios. Voilà, ici, tu les as tous. Donc tu vois, tout ça c'est ce qu'on appelle des contextes. Et donc si tu veux faire des choses dans Blender, il faut que tu comprennes les contextes, que tu saches les décrire, que tu connaisses leur usage, dans quel cas les utiliser. Encore une fois, ici, tu as plusieurs contextes. Tu vois, tu as le objet monde, objet mode, edit mode, sculpt mode, etc. Tout ça, c'est encore des contextes différents dans le 3D Viewport. Donc tout ce qui touche à la 3D, il y a ces contextes qui vont devenir importants si tu veux faire des outils pour manipuler les maillages 3D. Donc tout ça, voilà, je te laisse faire des recherches, mais tu verras, c'est vraiment bien de se pencher là-dessus. Que tu veuilles faire du jeu vidéo, que tu veux faire de la modélisation, tu seras toujours amené à vouloir ajouter une fonctionnalité qui t'est utile. Donc crois-moi, des codes, j'en ai fait beaucoup dans Blender. J'ai fait pas mal de plugins. Là, je sais pas d'ailleurs si j'ai migration, mais par exemple, j'ai fait celui-ci. Hop. J'ai mis ça où déjà, faut que j'aille ici. Donc migration, c'est dans Home, je crois. Migration, il est ici. Boum. Migration Texture Tool. Donc, qu'est-ce qui fait cet outil que j'ai créé? Bon, ici, il n'y en a pas, il n'y a pas de problème. Hop, tu vois. Mais il se peut que, par exemple, moi, je suis passé de Windows, c'est-à-dire les 3/4 de mes projets, ils ont été faits sous Windows. Et là, je suis passé à Ubuntu, donc une version de Linux. Le problème, c'est que Windows et Ubuntu, ils n'utilisent pas du tout le même chemin d'accès pour le même répertoire. C'est-à-dire que j'ai par exemple, mon répertoire de texture qui est sur un disque dur bien ciblé, mais Windows qui utilise des lettres pour donner le nom des disques durs, enfin le chemin d'entrée d'un disque à un disque dur, et Ubuntu et Mac utilisent un autre système, donc qui ne sera pas des lettres comme C, D, etc. Et donc chaque OS a son propre système de nomenclature, donc c'est-à-dire pour pouvoir désigner un disque dur. Et donc ce qui fait que si tu charges un projet qui a été fait dans Windows, qui a des chemins d'accès Windows, bah, tes textures elles vont pas se charger, tout va être violé dans ta scène parce qu'il n'aura pas su charger les textures au bon endroit. Et donc cet outil sert à ça. Donc tu vois, ça peut aider de savoir coder et de créer tes outils, par exemple pour une migration. C'est pour ça que j'ai appelé ce plugin migration. Tu vois, ça peut être une compétence voilà, très recherchée de savoir coder des solutions. Tu vois, créer des outils qui t'apportent une solution rapide et efficace. Donc en gros, bah, ça te fait le... hop, attends, je vais enregistrer. Save. Et ici, on va ouvrir
Euh, Hop, attends. On va ouvrir directement ici. Projet NVMe. Alors moi j'en ai. Où est-ce qu'il... Ah, il est là. Donc là j'ai plein de projets, tu vois, par exemple. Je crois que celui-ci va le faire. Donc tu vois, c'est un autre projet ici. Et lorsque je vais envoyer les shaders, tu vas voir que j'ai plein de textures violettes, tu vois. Pas toutes, mais une bonne partie sont violettes. Et pourquoi? Parce que ici, si je viens en migration, que je fais un refresh list, j'ai toutes ces textures qui n'ont pas réussi à être chargées, tu vois, parce qu'ils cherchent un chemin d'accès Windows, un disque F, 2 points, etc. Donc ici, tu vois, il me dit, attention, il faut remapper les textures qui ont ce chemin d'accès F. Donc ici, il faut que j'aille dans ce répertoire-là, je fais accepter, et je fais un remap. Et voilà, et c'est rechargé parfaitement. Et là, j'ai encore une autre texture, là d'ailleurs, à remapper, mais je sais plus sur quel disque dur c'est. Je crois que c'était mon disque C, là du coup, je vais pas pouvoir le... Oh, bah tiens. Bah c'est le même du coup. Remap. Non, il veut pas. Donc apparemment, c'était un... c'est une texture qui était sur mon disque C, donc celle-là, je vais pas pouvoir la rattraper. Mais voilà, enfin, ça te permet de comprendre un peu plus en profondeur à quoi ça sert de savoir coder sous Blender. C'est de permettre de créer tes propres outils, tes propres solutions et voilà, et de faire évoluer le logiciel ou d'apporter des solutions techniques à des personnes qui en auraient besoin. Donc voilà, permet de te mettre, enfin de te faire une place sur le marché en fin de compte. Voilà, bon bah écoute, je pense que la vidéo est déjà bien assez longue et je te dis à très bientôt, voilà, pour la suite voilà, de ces petites, de ces longues stories, on va dire, sur le développement, sur l'intérêt de savoir utiliser Blender, qu'est-ce que ça t'apporte réellement comme compétence. Et puis voilà, hein, donc tu vois, ce projet est un peu plus costaud que l'autre. Mais voilà, allez, je te laisse sur ça, je te dis à bientôt. N'hésite pas à me laisser des commentaires et à me demander par exemple si tu as envie que je traite un sujet en particulier. Allez, je te dis à très bientôt. Bon courage pour ton apprentissage ou tes projets et à la prochaine.